Dans la froide nuit du 2 février 152, 3 hommes observaient sans mot dire 2 corps en mouvement sur des draps imbibés de sueur et de sang. Un notaire griffonnait d'une main tremblante, un médecin consignait des notes cliniques, un émissaire comptait les heures. Ce n'était pas une union sacrée, mais une vérification, une profanation camouflée sous les atours de la diplomatie. Allongé, épuisé, Lucrèce Borgia, alors âgé de 22 ans, subissait l'étreinte d'Alphonse d'Este, duc de Ferrare, pour la 3e fois de la nuit. Son souffle n'était qu'un gémissement brisé, ses doigts s'enfonçaient dans les draps brodés aux armes pontificales, et pourtant, ses yeux ne reflétaient ni abandon ni soumission, mais un calcul silencieux. On dit que le corps ne ment pas. Celui de Lucrèce parlait une langue que personne dans cette chambre ne savait lire. Ses lèvres mordues exprimaient moins la passion que la stratégie, chaque soupir enregistré n'était pas plaisir mais mise en scène de survie. Elle n'était plus l'enfant livré au plus offrant, ni la veuve ayant enterré 2 maris sacrifiés au jeu politique, ni la femme qui pleurait seule tout en affichant des sourires publics. Il ne restait qu'une duchesse qui avait compris la vérité la plus brutale du pouvoir. Si ton corps doit servir de champ de bataille, assure-toi au moins de remporter la guerre. À l'aube, lorsque les témoins eurent paraphé le dernier document et que les preuves furent scellées avant d'être envoyées au pape, Lucrèce se leva lentement, enfila une robe de soie dorée et sourit pour la première fois sans feinte. Car elle venait de saisir une leçon qu'aucun des hommes présents n'aurait pu imaginer. Une femme traitée comme du bétail pouvait devenir celle qui gouvernerait le troupeau entier. Cette nuit-là ne transforma pas seulement le destin de l'Italie par des traités signés, mais elle engendra un nouveau type de pouvoir né entre des draps souillés et des témoins silencieux. Pour comprendre comment Lucrèce Borgia en était arrivée à ce moment, observée comme une jument de reproduction, il faut revenir dans les couloirs parfumés du Vatican, où son père, le cardinal Rodrigo Borgia, futur Alexandre VI, ne se voyait pas seulement comme le chef spirituel de la chrétienté, mais comme le plus habile marchand de chair de son époque. Lucrèce, née le 18 avril 1480 à Subiaco, n'était pas venue au monde comme une enfant désirée, mais comme un placement stratégique. Son père savait déjà que ses filles constitueraient une arme plus redoutable qu'une armée pour la conquête de l'Italie. Éduquée dès l'enfance non pour la sainteté mais pour la séduction politique, elle apprit à compter en alliances, traités et dot, parlant plusieurs langues, mais surtout celle du silence calculé. Sa beauté fut à la fois un fardeau et une monnaie. Dès 11 ans, elle fut mariée à Giovanni Sforza, un homme bien plus âgé, dont l'impuissance devint bientôt motif d'annulation. La jeune Lucrèce dut elle-même témoigner devant un tribunal ecclésiastique de l'incapacité de son mari, humiliation publique gravée dans le marbre du pouvoir. Quelques années plus tard, elle connut l'amour avec Alfonso d'Aragon, mais cet amour sincère fut écrasé par les nécessités politiques. Son mari fut assassiné par strangulation, probablement sur ordre de son propre clan. Elle comprit alors que le bonheur était un luxe interdit aux pions de la grande partie. Redevenue marchandise, elle fut mise de nouveau sur le marché matrimonial, et c'est ainsi qu'apparut Alphonse d'Este, duc de Ferrare, ingénieur et stratège, un homme qui imposa des conditions inouïes pour l'époque, dot colossale, forteresse, titres, et surtout la preuve formelle d'une triple consommation conjugale dûment constatée. Le corps de Lucrèce devenait ainsi une scène juridique, chaque mouvement inscrit dans les registres comme une clause de contrat. Mais, en silence, la duchesse décida que si son corps devait être instrumentalisé, elle choisirait la musique à jouer. Le trajet de Rome à Ferrare, escorté de 100 cavaliers et de coffres pleins de soieries et d'actes notariés, n'était qu'une procession publique vers un destin déjà écrit. Mais au fond, aucun spectateur n'imaginait que cette femme, qu'on traitait de veuve noire ou de marionnette du pape, était sur le point de redéfinir ce que signifiait être duchesse à la Renaissance. Quand elle rencontra enfin Alphonse, l'échange de regards scella une vérité tacite. Ce mariage n'était pas romance, mais architecture politique. Pourtant, dans ce calcul froid, naquit une complicité inattendue, car tous deux savaient lire le langage du pouvoir et en détourner les règles. On disait que le mariage serait une mise en scène, mais que la survie serait réelle. La veille de la cérémonie, Alfonso trouva Lucrèce dans la bibliothèque du palais. Elle lisait le De Re Militari de Végès, le traité de stratégie militaire que tout commandant se devait de connaître. « Tu te prépares pour la bataille » demanda-t-il. « Pour la guerre » répondit-elle sans lever les yeux. « Car demain commencera une lutte qui durera des décennies. » Cette nuit-là, ils s'embrassèrent pour la première fois. Ce n'était pas un baiser d'amour, mais de complot, pourtant il était sincère. Le lendemain, ils s'unirent devant 500 invités. Le soir venu, ils se préparèrent pour la scène la plus intime et la plus publique de leur existence. La chambre nuptiale exhalait l'odeur de l'encens, de la cire fondue et d'un parfum plus subtil encore, la peur. Non pas la crainte maladroite de 2 jeunes époux,
mais la terreur raffinée d'acteurs conscients que la moindre erreur pouvait leur coûter la vie. Lucrèce s'était baignée dans l'eau de rose, parfumée d'huile destinée à apaiser les brûlures d'une répétition imposée. Ses cheveux, tressés de perles, tombaient sur une tunique de soie si fine qu'elle relevait plus de la promesse que de la protection. Alfonso portait une longue robe bordeaux conçue pour se délasser facilement, adaptée à une représentation dont l'audience, invisible mais bien présente, attendait son rôle. Derrière un paravent, 3 témoins officiels prenaient place. Giuliano de la Robert, notaire papal prêt à tout consigner. Maestro Toriani, médecin chargé de vérifier la preuve physique de la consommation, et Don Ramiro de Lorca, émissaire du roi d'Espagne, observateur officiel de l'Alliance. Les règles avaient été fixées comme un véritable traité international. 3 unions complètes, espacées d'au moins 1 heure, avec preuve à chaque fois. La première chandelle fut allumée à 11 heures du soir, la dernière devait s'éteindre à l'aube. Entre ces 2 instants, Lucrèce Borgia et Alfonso d'Este devaient prouver que leur corps pouvait sceller une alliance avec autant de force que leur signature. La première union eut la maladresse de 2 étrangers contraints de s'unir sous surveillance. Mais, peu à peu, leurs corps trouvèrent un rythme et ce qui n'était qu'un contrat devint. Reconnaissance mutuelle. Lucrèce révéla une assurance insoupçonnée, Alfonso découvrit une partenaire plutôt qu'un objet. Leur respiration devint commune, leur geste une langue secrète que les témoins pouvaient entendre mais jamais comprendre. Le notaire nota, premier acte accompli. Évidence vérifiée. Satisfaction constatée. Le médecin confirma les signes attendus, l'émissaire rédigea son rapport. Pendant l'intervalle, Alfonso avoua que jamais auparavant il n'avait dû signer un traité avec son propre corps. Ils rirent ensemble. Non pas des rires amoureux, mais ceux de survivants. La deuxième union fut plus intense. Cette fois, Lucrèce prit l'initiative, imposant le rythme et affirmant qu'une femme traitée comme marchandise pouvait encore détenir le pouvoir. Le notaire écrivit « Seconde consommation réalisée. Collaboration active observée ». À 3 heures du matin, ils commencèrent la dernière épreuve, épuisés, meurtris, mais déterminés. Et ce fut là que quelque chose échappa au registre. Ils tombèrent amoureux. Pas d'un amour poétique, mais d'une complicité durable, née de la certitude d'avoir trouvé un égal. À l'aube, quand les documents furent scellés et envoyés à Rome et à Madrid, les 2 jeunes époux se retrouvèrent enfin seuls. Épuisés mais victorieux, ils comprirent qu'ils venaient de gagner davantage qu'un traité. Ils avaient trouvé un partenaire de vie. 3 jours plus tard, Alexandre lut les rapports avec la satisfaction d'un marchand concluant l'affaire du siècle, l'alliance était scellée. Mais ce que ni lui ni aucun témoin ne savait, c'est qu'une alliance plus redoutable encore venait de naître, celle de 2 égaux décidés à transformer leur mariage en société politique. Les années suivantes le prouvèrent. Lucrèce ne fut pas seulement une duchesse d'apparat, mais une administratrice habile, une diplomate raffinée et une stratège financière. Alfonso ne se limita pas à ses talents militaires. Visionnaire, il révolutionna l'industrie et la fortification de fer rare. Ensemble, ils firent de leur union un modèle inédit. Un mariage où l'intelligence et le pouvoir se partageaient. Lorsqu'elle mourut en 1519, à seulement 39 ans, Alfonso pleura sincèrement. Il n'avait pas perdu une épouse, mais sa partenaire dans la construction d'un pouvoir nouveau. Leurs enfants héritèrent non seulement d'un titre, mais d'une leçon, le pouvoir partagé est plus durable que le pouvoir concentré. Ainsi, Lucrèce Borgia ne fut pas l'empoisonneuse fantasmée par ses ennemis, mais l'architecte d'un modèle où l'humiliation pouvait être transformée en triomphe. Elle prouva qu'une femme, même utilisée comme monnaie d'échange, pouvait se réapproprier sa condition et retourner les règles d'un jeu cruel. Son histoire demeure une mise en garde et une source d'espérance. Les systèmes oppressifs ne tombent pas toujours dans le fracas, mais parfois dans le silence obstiné de ceux qui refusent de n'être que victimes. Après ces premières années d'un mariage orchestré par le pouvoir et la survie, Lucrèce Borgia se mouvait dans fer rare comme un maître d'échecs invisible, anticipant les mouvements de tous ceux qui l'entouraient. Chaque réception, chaque audience, chaque échange diplomatique devenait un théâtre où elle lisait dans les regards et les silences autant que dans les mots. Elle connaissait les alliances de cour, les rancunes ancestrales et les ambitions dévorantes des voisins de duché. Sa réputation de beauté et de froideur, qu'on avait crue superficielle, se révéla être une arme subtile. Elle n'avait plus besoin de témoins pour observer la trame du pouvoir, car son regard seul suffisait à sonder les âmes. Alfonso, de son côté, s'épanouissait dans un rôle inattendu. À la fois époux et allié, il comprenait que derrière chaque sourire étudié de Lucrèce se cachait une logique rigoureuse, et il sut que pour survivre et prospérer, il fallait lui faire confiance autant qu'il fallait craindre la naïveté des autres.
Ensemble, ils reconstruisirent Ferrare, investissant dans des fortifications, des bibliothèques, des ateliers d'art et des routes commerciales, consolidant leur pouvoir sans ostentation excessive, mais avec une efficacité redoutable. Les négociations avec Venise, Milan et Rome devinrent pour Lucrèce une danse stratégique. Elle manœuvrait les cartes matrimoniales et territoriales comme on jouerait des pièces d'argent et des épées, et chaque mouvement renforçait sa position tout en préservant l'illusion d'une duchesse docile. Les courtisans et les envoyés étrangers venaient chercher conseil ou faveur, souvent séduits par sa grâce, parfois intimidés par la justesse de son jugement, mais toujours impressionnés par sa capacité à transformer les contraintes en opportunités. Même les ennemis les plus acharnés de son père, ceux qui avaient fantasmé sur sa chute, durent reconnaître que Lucrèce, loin d'être une simple marionnette, avait réinventé la donne politique italienne. Et pourtant, derrière cette façade de contrôle et de prévoyance, elle conservait des instants privés de réflexion intense, où elle repensait à sa jeunesse sacrifiée, aux mariages imposés, aux amants perdus, à la violence invisible et aux trahisons qu'il avait façonnées. Elle écrivait parfois dans des carnets secrets, notant des stratégies, des alliances, mais aussi des pensées plus intimes, des souvenirs de souffrance transformés en plans de survie et en visions de grandeur. Alfonso comprenait ces moments et les respectait, conscient qu'une femme capable de transformer ses blessures en force politique méritait plus qu'un mari, un partenaire capable de marcher à ses côtés, même dans les ombres. Les fêtes et les bals de Ferrare devinrent célèbres non seulement pour la somptuosité des décors et des vêtements, mais pour la subtilité de la politique qui s'y jouait, et Lucrèce y brillait toujours. Plus par son esprit que par sa beauté. Au fil des années, elle établit un réseau d'alliances secrètes, d'informateurs et de conseillers fidèles, tissant une toile invisible qui lui permettait d'agir sur plusieurs fronts, l'économie, la diplomatie, la culture et même la sécurité intérieure. La rumeur sur ses talents d'empoisonneuse disparut peu à peu, remplacée par la crainte respectueuse d'une duchesse capable de lire et d'anticiper tous les calculs de ses ennemis. Ses enfants grandirent dans cet environnement où intelligence et discipline étaient plus valorisés que les privilèges du sang, et chacun d'eux fut éduqué dans l'art de la stratégie, de la lecture des hommes et des alliances politiques. Lucrèce enseignait par l'exemple que la force véritable n'était pas dans la violence ou l'oppression, mais dans la maîtrise du temps, des informations et des relations. Même après la mort d'Alexandre VI, lorsque les ombres de Rome s'étendirent sur Ferrare et que les alliances se redessinèrent sous de nouvelles formes, elle sut maintenir son autorité et protéger sa famille, maniant avec habileté les rivalités entre familles et cité-État. Alfonso, conscient d'avoir trouvé en elle non seulement une épouse mais un partenaire stratégique, partageait ses ambitions et ses calculs, et leur union devint un modèle dans les cours italiennes. Deux égaux, liés par le pouvoir, la confiance et la vision d'un État fort et indépendant. Lucrèce, chaque jour, transformait son héritage de contraintes en puissance silencieuse, et l'histoire commença à se souvenir d'elle non pas comme d'une femme utilisée et trahie, mais comme d'une architecte de l'influence et de la stratégie politique, une duchesse capable de réécrire les règles de son époque, démontrant que même les structures les plus oppressives pouvaient être retournées par l'intelligence, la patience et la maîtrise de soi. Elle fut une leçon vivante pour tous ceux qui croyaient que la chair et le sang déterminaient le destin. La volonté, la stratégie et la clairvoyance pouvaient changer le cours de l'histoire plus sûrement que n'importe quelle armée ou mariage imposé. Dans les salons, les conseils et les palais d'Italie, le nom de Lucrèce Borgia commença à symboliser le pouvoir raffiné, la résilience et l'audace silencieuse, et lorsque sa vie s'éteignit en 1519, le monde qu'elle laissait n'était pas seulement celui d'un duché consolidé, mais d'un modèle de gouvernement où l'intelligence et le calcul prenaient le pas sur la violence brute et la superstition, une leçon qui résonnerait dans les siècles à venir, prouvant que le destin d'une femme, même façonnée par la contrainte, pouvait devenir une force capable de réinventer l'histoire. Au fil des années, Ferrare devint le théâtre d'une transformation silencieuse, orchestrée par deux mains qui savaient à la fois cajoler et dominer, séduire et calculer. Lucrèce Borgia ne se contentait plus de jouer le rôle de duchesse, elle réinventait la fonction même du pouvoir féminin dans une Italie dominée par les hommes. Chaque audience était un champ de bataille de subtilité. Les ambassadeurs et les représentants des cités voisines venaient avec leurs exigences, leurs intrigues et leurs secrets, mais Lucrèce avait appris à lire non seulement leurs paroles, mais aussi leur respiration, le tremblement d'un doigt sur une table, l'inflexion d'une voix lorsqu'un mensonge se glissait entre deux vérités. Alfonso, qui d'abord avait cru devoir dicter les termes de la politique à la Borgia, découvrit bientôt qu'il partageait le trône avec une partenaire capable d'anticiper ses propres décisions. Ensemble, ils formaient un duo inédit, où la diplomatie et la stratégie militaire se mêlaient à l'intelligence économique et à la gestion des alliances matrimoniales. Les alliances familiales, autrefois simples instruments d'échange ou de dot, devinrent des leviers de pouvoir subtil. Les enfants de Lucrèce furent éduqués dès leur plus jeune âge à reconnaître les signes d'une trahison et à comprendre la valeur de l'information. Dans les couloirs du palais,
les serviteurs, les secrétaires et même les artisans devinrent involontairement les maillons d'un réseau d'espionnage domestique et diplomatique que Lucrèce entretenait avec une rigueur militaire. Elle connaissait chaque visage, chaque sourire, chaque regard qui pouvait trahir la loyauté ou la duplicité. Ses relations avec Rome, d'abord subordonnées à l'autorité de son père, puis façonnées par la crainte respectueuse inspirée par ses talents, devinrent autonomes. Elle négociait des concessions, arbitrant des conflits, et parfois anticipait les décisions pontificales avant même qu'elles ne soient publiées. Mais le véritable génie de Lucrèce résidait dans sa capacité à transformer les crises en opportunités. Lorsqu'un ambassadeur milanais tenta de discréditer Alfonso avec des accusations de mauvaise gestion militaire, elle organisa une série de réceptions où les informations furent subtilement distillées, les alliances testées et les rumeurs réorientées. En moins d'un mois, l'ambassadeur fut contraint de revenir sur ses accusations et certains de ses alliés les plus influents devinrent de nouveaux soutiens pour Ferrare. Même les mercenaires, dont la loyauté dépendait souvent de l'or et de la peur, finirent par respecter le nom de Borgia, non pour la légende du poison mais pour la certitude que Lucrèce savait rendre la survie plus profitable que la trahison. La culture devint un autre instrument de pouvoir. Lucrèce investit dans les arts, les bibliothèques et les ateliers, attirant peintres, sculpteurs et philosophes à Ferrare. Elle savait que la magnificence culturelle ne servait pas seulement à éblouir les visiteurs mais à créer un réseau de dépendance intellectuelle et artistique où chaque mécène, chaque artiste, chaque érudit devint un maillon influent dans le tissu de son pouvoir. L'économie du duché se développa sous ce double regard. Alfonso supervisait les fortifications et les armées, tandis que Lucrèce consolidait les revenus commerciaux et culturels, veillant à ce que Ferrare ne dépende pas uniquement de la force militaire mais aussi de l'attraction du prestige et de la richesse. Les relations intimes du couple évoluèrent également. Ce qui avait commencé comme un mariage imposé, une série de gestes scrupuleusement observés par des notaires et des médecins, s'était mué en une complicité profonde. Chaque conseil échangé, chaque plan stratégique, chaque négociation diplomatique renforçait leurs liens. Ils partageaient désormais un langage silencieux, une compréhension immédiate des intentions de l'autre, une capacité à anticiper les réactions des adversaires. Leur intimité n'était plus simplement physique. Elle s'incarnait dans la stratégie, dans l'échange intellectuel et dans la vision commune d'un duché fort et respecté. Cependant, le monde extérieur n'était jamais complaisant. Les Bourbons, les Sforza et les Wentian guettaient toujours le moindre faux pas. Les lettres anonymes, les rumeurs et les tentatives d'intrigue ne cessaient jamais. Lucrèce, fidèle à son éducation de survie et de prévoyance, avait appris à accueillir la menace comme une opportunité de test. Chaque attaque extérieure permettait de mesurer la loyauté des alliés, de recalibrer les stratégies et de renforcer la discipline interne. La rumeur de ses talents de poisonneuse, qui avait fait trembler Rome, fut progressivement réinterprétée dans Ferrare comme la légende d'une femme capable de transformer la peur en respect. Dans ces moments de solitude, souvent tard dans la nuit, Lucrèce repensait à sa jeunesse, aux mariages arrangés, aux amants perdus, aux veilles solitaires et aux humiliations publiques. Mais ces souvenirs n'étaient plus source de douleur, ils étaient le socle de sa puissance. Elle écrivait encore dans ses carnets secrets, consignant non seulement les stratégies politiques mais aussi des observations psychologiques. Chaque homme et chaque femme de pouvoir étaient analysés, catalogués, et chaque interaction devint un enseignement. Alfonso, conscient de ce trésor invisible, encourageait ses initiatives et savait que la force de Ferrare reposait désormais autant sur l'intelligence de sa duchesse que sur la sienne propre. Le couple forma un modèle unique de gouvernance conjointe. La frontière entre la vie personnelle et la politique se fondait. Chaque repas, chaque bal, chaque audience était un exercice de diplomatie et de contrôle. Les décisions économiques, militaires et culturelles étaient discutées et validées conjointement. Et parfois, c'est Lucrèce qui tranchait, non par caprice mais par clairvoyance. Leur duché prospéra, non par la peur seule, mais par une compréhension subtile du pouvoir partagé, où la prévoyance, l'anticipation et la manipulation prudente des perceptions suffisaient à assurer la stabilité et la croissance. Quand la mort approcha, en 1519, Lucrèce la contempla avec le calme de celles qui ont transformé la contrainte en pouvoir. Alfonso, fidèle à sa compréhension de la valeur de son épouse, pleura un partenaire, non simplement une épouse. Les enfants qu'il laissait héritèrent d'un modèle de gouvernement où l'intelligence, l'anticipation et la maîtrise de soi surpassaient la force brute et la tradition. Et dans l'histoire de l'Italie, dans les récits des cours et des chancelleries, le nom de Lucrèce Borgia devint synonyme de stratégie, de résilience et de puissance subtile. L'exemple vivant que même ceux qu'on destinait à n'être que des instruments pouvaient, avec patience et calcul, réinventer les règles du jeu, transformer la survie en domination et la souffrance en héritage durable.